Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue ici à cette conférence organisée par le CRIN, dont je suis le directeur adjoint. Donc, merci à Michael Sinatra d'avoir organisé et je suis très heureux de vous présenter Pepe Cavallari, qui est venu de France, de Paris, pour donner cette conférence. Donc, Pepe, outre qu'être un cher ami, donc ça fait drôle de le présenter, il est actuellement postdoctorant à l'Université Côte d'Azur sous la supervision de Matteo Treleani. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'Italiens dans ces réseaux. Et il a fait un doctorat en co-tutelle entre l'Université de Montréal et l'Université de technologie de Compiègne. Et il va nous parler aujourd'hui de théâtralisation et socialisation du temps en hors ligne, les effets de la chronolocalisation. Pepe a travaillé beaucoup sur la question de la présence en ligne et il va en parler un peu aujourd'hui. Et évidemment, c'est un sujet particulièrement actuel à l'époque des Zooms et des vidéoconférences. Pepe, à toi. Merci beaucoup Marcello, merci Michael de cette invitation, merci à toutes et tous d'être ici. Cette conférence me permet de présenter l'avancement de la recherche autour des formes de présence en ligne et hors ligne que Marcello évoquait tout à l'heure, vu au prisme d'une infrastructure de la présence et de la distance très particulière, telle que la dimension du théâtre, de la mise en scène et donc de la scène d'abord. Mais permettez-moi de commencer par quelques divagations étymologiques sur le mot distance, mot récemment galvaudé par un emploi stratégique, communicationnel, politique bien connu. Et pourtant, c'est souvent le cas d'ailleurs des mots les plus employés, les plus banalisés, un mot qui a encore quelque chose à nous dire. Si on essaye de s'arrêter sur les mots distance et donc sur sa dérivation étymologique latine, mais on découvre déjà que le verbe sto signifie se tenir debout. Donc, pour être distant, il faut d'abord se tenir debout et pas allongé. Et on verra que cela, ce n'est pas du tout anodin. Et puis, il y a ces préfixes dis qui introduit toujours un élément de perturbation, un délai ou alors un problème, parfois un changement de direction, le manque de quelque chose, la pénurie d'une ressource qui serait pourtant essentielle, importante. C'est les mêmes préfixes que vous avez dans des mots tels que différence, divergence, distraction, mais c'est aussi les préfixes d'un mot beaucoup plus gai, tel que divertissement. C'est un exemple, la distance d'une dissociation. C'est toujours l'idée d'un ailleurs spatio-temporel. Donc, si je dis être distant, ça veut dire déjà que je pense à un ailleurs, sinon je ne peux pas être distant par rapport à qui que ce soit ou à quoi que ce soit. Si je suis distant, donc, ça veut dire que je suis mal barré. Je suis au mal endroit, il faudrait être au mauvais endroit, il faudrait être ailleurs. Cette idée de distance qui s'apparente donc d'une idée de séparation a été toujours considérée comme une expérience malheureuse. Dans les temps, donc au sens de la nostalgie, et dans l'espace au sens du sentiment de manque que nous pouvons avoir d'une personne ou d'un lieu. Et pourtant, nous avons besoin de cette distance. Nous avons besoin de l'inconfort de la distance, toujours nécessaire au regard. Il n'y a pas vraiment de regard sans distance. On dit souvent avoir besoin d'une prise de distance pour pouvoir porter un regard critique sur les choses. Il n'y aurait pas de théorie
sans regard, et il n'y aurait pas de théâtre. Donc, sans cette distance, étant donné que, pour s'arrêter encore un tout petit peu sur des divagations étymologiques, les mots théâtre dérivent du même verbe théaomai en grec, qui indique le fait même de théoriser, hein, et ça signifie aussi regarder. Hein. Le théâtre est donc le lieu du regard et de l'action. La scène est le lieu du regard et de l'action, hein, le lieu du drama, hein, le lieu dramaturgique, le lieu où se passent les choses. Et lorsque nous sommes dans un théâtre, le plus souvent, nous sommes censés vers où il faut regarder. C'est le principe fondamental de la mise en scène. La mise en scène est avant toute chose mise en scène du spectateur, avant d'être mise en scène de la pièce en tant que telle. Dans le théâtre grec classique, tout comme beaucoup plus tard dans les théâtres à l'italienne, le spectateur sait, dès qu'il rentre, sait vers où il faut regarder. Aujourd'hui, le théâtre nous propose, ce que nous voyons ici, c'est juste une photo d'une pièce. En réalité, c'est l'adaptation théâtrale du film Festen, adaptation théâtrale et mise en scène réalisée par Cyril Teste, qui mobilise dans sa mise en scène, ainsi que le font beaucoup d'autres metteurs en scène aujourd'hui, les écrans. Donc cet emploi, par le biais de l'emploi des écrans, ce que Teste produit, c'est une dispersion, justement une distanciation de la présence censée être immédiate et directe du spectateur face à l'acteur. Mais cette rupture n'est pas seulement spatiale, elle est peut-être en réalité encore plus temporelle que spatiale, parce qu'en ces moments-là, l'action finit par se fragmenter. Il n'y a que de rupture que le spectateur est censé savoir par ensuite réagencer et coordonner dans une continuité, la continuité de son observation. Mais en réalité, le spectateur, vis-à-vis de cette mise en scène, il ne sait pas vers où il faut regarder. Et donc, il finit par jongler entre la scène au sens du plateau, disons traditionnel, et les écrans qui font partie du récit, qui font partie de la temporalité de ce qui est en train de se passer. Là, on ne les voit pas parce que la fenêtre Zoom couvre ce que vous avez à droite. C'est un acteur, il n'est pas un technicien, hein. C'est bel et bien un acteur qui filme les deux acteurs que vous pouvez voir plus en détail à l'écran. À partir de ce moment-là, un autre changement important se réalise au sens de la technique de ces deux acteurs qui cessent de jouer comme étant des acteurs de théâtre et commencent à jouer comme étant des acteurs de cinéma. Ou si vous voulez, les acteurs d'une série conçue pour la télé. Leur mimique ne se doit plus d'être la mimique poussée de l'acteur de théâtre, parce qu'on voit très bien les détails de leurs rides, de leurs cernes, de leur barbe, toutes sortes de particuliers qui échapperaient normalement à l'expérience visuelle d'un spectateur vis-à-vis d'une mise en scène moins équipée au niveau technologique. Donc, Teste produit cet effet de dispersion par le biais des écrans. Un autre metteur en scène très connu, Pippo Del Bono, fait quelque chose de pareil, tout simplement avec la voix. Il dissocie son corps et le direct de la voix. Quand il est sur les plateaux, comme en ce moment-là, vous voyez que sur les bancs, à côté de lui, juste à côté de lui, on voit un microphone. Quand il est sur les plateaux, il pose le microphone à côté et il s'écoute. Donc, ce que vous pouvez écouter dans la salle, c'est la voix de Pippo Del Bono qui raconte des choses
Et comme le dirait Peter Zendi, vous pouvez l'écouter, écouter. C'est un écoute qui parle au public, mais toujours dissocié de sa présence. Lorsque son corps est dans les plateaux, la voix est la voix enregistrée, donc c'est la voix du passé. Lorsque son corps est invisible pour les spectateurs, c'est là que Pippo de Bono parle, en direct, derrière les spectateurs, comme pour signifier l'inaccessibilité de la voix en temps réel. La voix ne peut être présente que si le corps, qui pourtant l'émane, est invisible. Et donc invisible, mais pas pour autant absent. Or, ce que j'essaie de mieux comprendre depuis quelques mois, c'est la façon dont, dans un contexte, pour certains aspects, tout autre, tout différent, c'est-à-dire les salles de cours et les logiciels que nous avons utilisés, certains continuent de les faire, pour donner des cours qu'on appelait toujours à distance, comme s'il n'y avait pas de distance dans la salle, alors qu'ici on voit très bien qu'il y a des distances entre nous, parmi nous. Dans l'expérience des cours qu'on appelait hybrides à l'université, et pas que à l'université de technologie de Compiègne, où je donne un cours sur les industries culturelles, les médias numériques depuis 2019, cours qui, pendant la pandémie, donc la fermeture partielle de l'université, était justement organisé en modalité hybride, c'est-à-dire que mes 24 étudiants étaient organisés en 2 groupes, donc 12 étudiants par groupe, interdiction de donner les cours à l'université, les cours magistrales, tandis que les heures de travaux dirigés devaient être assurées à l'université face à face, donc de la moitié, n'est-ce pas, de la classe dans un système d'alternance pour lequel vous aviez à chaque fois une moitié de la classe dans la salle et l'autre moitié censée suivre le cours à distance. Vous voyez bien que nous étions déjà dans un espace très complexe, très chargé de signes. Il y avait une sorte de signalétique. Moi, j'ai pris en photo justement cette affiche. Il y avait même, oui, une sorte de oui, l'obligation de rentrer par un côté dans cette salle à Compiègne, sortir de l'autre côté. Là, on ne voit pas l'escalier. C'est écrit uniquement pour la descente, l'autre c'est uniquement pour la montée, et surtout les étudiantes et les étudiants devaient comprendre où s'asseoir sur la base de ces autocollants. Donc, vous avez la lune en bleu et la demi-lune en jaune. Donc, en bleu, de 8h à 10h, de 12h30 à 14h, et puis, bien sûr, de 16h30 à 18h30, tandis que de 10h15 à 12h15 et de 14h15 à 16h15, merci beaucoup d'utiliser ces places. Là, l'espace donc était réglé de cette manière. Vous voyez bien, un nombre maximum de personnes autorisées, 20 plus 1, c'est-à-dire l'intervenant. La salle est une salle, oui, qui fait grosso modo cette taille. Donc, la dispersion de 12 étudiants étaient sensibles, dispersion aussi de l'attention, dispersion de leur présence. Et donc, moi, j'arrivais pour donner mes heures de travaux dirigés, après avoir enregistré les cours magistrales sur la plateforme, les Moodle de l'université. Donc, le cours magistral était enregistré. Je m'enregistrais en direct, donc je m'enregistrais sans jamais couper, sans jamais faire des pauses, pour essayer de donner les sentiments du direct malgré l'enregistrement. Et j'ai déposé aussi un PDF. J'ai laissé aux étudiants donc la liberté d'articuler les diapos avec mon discours, plutôt que de rester comme ça, complètement immobile et sans rien à faire, avec un discours qui enregistre aussi l'écran. Bien. À 14h15, donc les étudiants étaient assis sur les places en jaune. J'ai commencé mes heures de travaux dirigés.
j'obligeais donc les étudiants qui étaient dans la salle avec moi à se connecter, eux aussi, à Jitsi, le logiciel que j'utilisais pour les cours à distance. Parce que je ne voulais pas que les étudiants qui étaient ailleurs, soit les autres étudiants par rapport aux collègues qui étaient à l'université. Donc, tout le monde devait être connecté à Jitsi. Et cela a créé toute une série de perturbations, d'inconvénients que je trouvais vraiment symptomatiques, emblématiques de ce que ça veut dire être présent, de l'effort qui nous est demandé pour être présent, et que j'ai voulu donc noter pour avoir une sorte d'esquisse ethnographique. Et donc, j'ai essayé de noter ce qui s'est passé au fur et à mesure que cela se produisait. Donc, ce sont des notes voilà, que je peux lire maintenant. Déjà, première rupture de la continuité qui habituellement existe entre les cours magistrales et les travaux dirigés, je ne savais pas à qui je parlais. Parce que je ne pouvais pas être sûr que les étudiantes et les étudiants qui étaient avec moi dans la salle et avec moi sur Jitsi avaient déjà écouté mon cours magistral. Certains pouvaient l'avoir fait, mais d'autres non. Donc, aucune possibilité vraiment de savoir en réalité à qui j'ai m'adressé. Réaction des étudiantes et des étudiants à la proposition « Connectez-vous à Jitsi, merci beaucoup », mais ils ne comprenaient pas pourquoi. Nous sommes là, nous sommes ici, nous sommes présents. Pourquoi se connecter à Jitsi? Comme si justement les logiciels avec sa mise en scène qu'on connaît très, très bien, qui ressemble à celle de n'importe quel autre logiciel, pouvait être juste la compensation d'un manque de présence. Petit à petit, donc moi je vois les étudiantes et les étudiants rentrer dans la salle, je vois les étudiantes et les étudiants se connecter les uns après les autres à Jitsi. Là, il faut comprendre quand c'est le moment de commencer. Autre moment embarrassant quelque part, parce que vous ne savez pas, vous ne savez jamais en réalité s'il y a d'autres étudiants qui viendront dans la salle et ou sur Jitsi. Donc, je commence les cours. Je commence les cours et pour être cohérent avec ma stratégie, je devais faire quoi? Mais d'abord, surtout, regarder la caméra. Donc, j'avais les étudiantes et les étudiants en face de moi, comme vous l'êtes maintenant dans cette salle, mais je faisais comme s'il n'y avait personne dans la salle. Je regardais la caméra, je parlais au micro, que parfois j'oubliais d'activer. Donc, le fait d'être connecté à Jitsi tout étant dans la même salle produisait une perturbation de la proximité physique. La connexion Internet fait du mal à la proximité physique. Le fait d'être sur Jitsi nous éloignait d'une façon gênante et inconfortable pour moi, mais moi j'étais responsable de ces dispositifs, j'aurais pu faire beaucoup plus simple, ainsi que le faisaient mes collègues, et pour les étudiants encore plus. Et donc voilà, je prenais des notes pour essayer vraiment de suivre de façon plus ou moins ethnographique. Moi, je n'ai pas vraiment une formation à ethnographie, mais c'est ce que j'essaie de faire dans mon analyse qui est plutôt phénoménologique, l'analyse des usages numériques les plus courants. Donc, je demande aux élèves de la classe de rentrer sur Jitsi et déjà, première souci, les masques. Les masques truquent la communication faciale et déplace le regard. Je m'aperçois déjà de devoir parler beaucoup plus fort que je ne l'ai fait d'habitude. Les masques donc m'obligent à un effort labial, vocal que nous connaissons toutes et tous très bien. Au début, toutes les étudiantes sont sur Jitsi. Donc, j'ai les 12 depuis leur maison et j'ai les autres 12 qui sont dans la salle. Donc, j'ai 24, plus ou moins 24 carreaux ou rectangles sur mon écran. Je commence à parler, donc je disais, je regarde la caméra.
Mais qu'est-ce que c'était dur de ne pas aller au-delà de l'écran pour regarder enfin les étudiantes et les étudiants qui étaient là dans la salle et les rassurer, je suis bien avec vous, parce qu'ils s'étaient déplacés pour cela. En réalité, ils s'étaient déplacés pour avoir une expérience directe du cours, alors que moi, pour une sorte de souci d'équité avec les autres, mais, je risquais en réalité de pénaliser les étudiantes et les étudiants qui étaient à l'université. Donc, nous sommes, ainsi que je l'avais écrit, nous sommes en face les uns des autres, mais on ne se voit pas. L'autre élément de perturbation, c'est les feedbacks qu'on a toujours avec, disons, ces logiciels. Lorsqu'on se voit, ainsi que là, je me vois dans le retour de la caméra qui finit toujours pour capter et attirer notre regard. Donc, encore une fois, comme dans la mise en scène de tests, comme dans la dissociation entre corporité et vocalité de Pippo del Bono, toute une série de phasages. On était décalés, on était déphasés, tout étant dans la même salle. Et pourtant, je l'avais écrit, me regarder en arrière, j'ai besoin de me regarder dans les feedbacks, de me regarder dans les retours de la caméra pour être sûr que tout fonctionne. Si l'image ralentit, ben, ça veut dire que la connexion ne marche pas. Donc, c'est votre corps qui fonctionne comme une sorte de détecteur de la continuité temporelle, du correct déroulement des choses. Les élèves donc coupent leur microphone, les élèves qui sont dans la salle, mais quelqu'un a oublié de le faire. Donc, on a dans la salle le retour de ma voix, donc ça fait sourire tout le monde. Je faisais l'hypothèse, parce que derrière les masques, ce n'était pas aussi évident que cela. Moi, je ne sais plus où regarder. J'essaie, disons que ça m'a arrêté, mais j'essaie vraiment de noter ces sensations. Je ne sais plus où regarder. Je voudrais regarder la caméra, je n'arrive pas à regarder seulement la caméra. Et je remarque, au bout de 10 minutes, que certains étudiants sont encore sur Jitsi, tout étant dans la salle, mais d'autres non. Donc d'autres ont laissé leur ordinateur allumé, connecté. Donc, je les ai sur mon écran Jitsi, mais sans être plus sur Jitsi. Ils n'arrivent pas à agencer la spatialité Jitsi et la spatialité de la salle. Mais vous savez bien, pour avoir été les étudiantes et les étudiants de ces cours à distance, vous l'êtes encore peut-être ici à l'UDEM, hein, que très souvent, on ne peut pas prendre la parole lorsqu'on est chez soi, parce que nous ne sommes pas toujours seuls à la maison. Il y a d'autres personnes en train de travailler. Et donc, pour moi, c'était fondamental que tout le monde soit sur Jitsi, parce que les étudiants pouvaient prendre la parole à l'écrit, dans le chat, et la seule façon de lire la question ou la remarque de ses collègues, c'était d'être sur le Jitsi. Jitsi fonctionnait comme le seul espace de raccordement possible. Nous étions toutes et tous sur Jitsi, que nous soyons ou pas à l'université, ce qui c'était en réalité un élément perturbateur de cette mise en scène que j'avais essayé sans être ni Pippo del Bono ni Cyril Teste, j'avais essayé d'organiser. Donc, j'avais écrit, quand je regarde Jitsi à 100%, j'ai l'impression de m'éloigner de la classe, mais en réalité, nous sommes tous et tous sur Jitsi. J'invite les élèves à prendre la parole, je coupe mon micro. Les interventions des élèves qui ne sont pas dans la salle sont fluides, ça se passe très bien, tandis que les élèves dans la classe, dans la salle, sont maladroits. Ils me regardent et surtout, ils ne savaient pas si demander la parole comme ça ou en cliquant sur l'icône de la main de Jitsi. Certains faisaient les deux. Ou d'autres oubliaient complètement qu'il y avait des collègues qui les suivaient à travers Jitsi. Les étudiants oublient d'ouvrir les micros, donc les autres
ceux qui ne sont pas à l'université ne peuvent pas les entendre. Moi aussi, je devrais couper les sons de mon ordinateur quand les étudiants parlent dans la salle, mais j'oublie de le faire une fois, deux fois. J'embarque. Je participe d'une série d'hésitations et de fautes. Nous sommes gênés, ralentis, nous sommes en difficulté. Les liens avec Jitsi compliquent les choses pour nous qui sommes ensemble dans la même salle. La proximité physique est perturbée et polluée par la connexion à Internet. Je prends la parole, mais j'oublie d'ouvrir les microphones. En ce moment-là, Jitsi, qui me voit gesticuler, me demande « Vous voulez parler? Votre micro est coupé. » Je commence à parler « Monsieur, votre micro, s'il vous plaît. » Et puis, à un moment donné, quelqu'un écrit une question dans le chat et moi, je suis sûr à ce moment-là que l'étudiant qui venait de le faire était loin. C'est-à-dire, pour moi, tout ce qui s'est passé dans le chat venait de la part des autres. Tandis que non, était quelqu'un qui avait bien compris les consignes, qui jouait le jeu, et donc tout étant dans la salle, plutôt que prendre la parole, écrivait dans le chat pour que tout le monde puisse le lire. Et donc des moments de gêne, de la fatigue d'être trop ensemble, d'être trop présent dans la salle et sur Jitsi. Et puis à la fin du cours, donc les moments de salutation, et là aussi je ne sais pas trop bien où regarder quand je dois dire au revoir, merci à toutes et à tous. Encore une fois, j'essaie de regarder dans la caméra, mais je n'arrive pas vraiment. Les étudiants connectés partent très vite, les autres un peu plus lentement, et je reste dans la salle avec Manon. Il y a souvent un étudiant, une étudiante qui ne vous quitte pas. Manon restait, même et lorsque Manon était sur Jitsi, il y avait une étudiante dans la salle, mais je ne pouvais pas être sûr que la Manon sur Jitsi soit vraiment l'étudiante qui était dans la salle, et puis Manon parte. Et moi, je suis seul dans la réunion. Et c'est sidérant, vraiment, la solitude de l'intervenant à la fin de 2 heures de cours. Vous restez seul. Jitsi vous le dit comme ça, cruellement, comme font les serveurs quand vous arrivez dans un resto et que vous demandez, vous êtes seul? Oui, et vous êtes coupable d'être seul. Sur Jitsi, c'est exactement la même chose. Or, pourquoi, et je m'excuse si ces notes ethnographiques ont été un peu lourdes et laborieuses à suivre, mais pourtant sont nécessaires de mon point de vue pour réfléchir sur cette construction socio-technologique du temps, c'est ça que j'appelle chronolocalisation, qui est produite par les usages, dans les usages de la technologie, de la communication à distance. On a tendance à se soucier beaucoup plus de la géolocalisation, en sous-estimant les effets de chronolocalisation qui pourtant correspondent aussi à toute une histoire, l'histoire des autorités, l'histoire des différentes formes de pouvoir qui, tout au long de l'histoire, ont revendiqué l'exclusivité de ce pouvoir, le pouvoir de chronolocaliser les gens. Qu'est-ce que ça veut dire savoir que l'heure il est? En réalité, ça signifie savoir ce qu'il faut faire. Savoir quelle heure il est signifie savoir ce qu'il faut faire, mais toujours par rapport à quelque chose d'autre. Les horaires d'ouverture et fermeture d'un magasin, l'arrivée de mon pote avec lequel j'ai rendez-vous en bas de chez moi. Savoir quelle heure il est, ça veut dire, en gros, savoir ce que les autres sont en train de faire. Parce que c'est avec les autres que je agis. C'est avec les autres que les choses se font et se passent. Là, vous avez juste quelques exemples, mais certains un peu plus classiques que d'autres, d'horloges incrustées dans la tour d'une gare, la gare de Lyon. On sait bien à quel point le développement du réseau du chemin de fer a contribué à la synchronisation, n'est-ce pas, des horaires locaux en passant d'une ville
à l'autre. Celui-ci, c'est le clocher d'une église, d'un petit village, le petit village où je suis né en Calabre. Marcello peut le reconnaître. Donc ici, c'est l'autorité religieuse qui, pendant des siècles, a rivalisé avec l'autorité temporelle pour garder l'exclusivité d'un horloge qui devait être incrustée dans un clocher. Et c'était les cloches, ce sont encore les cloches aujourd'hui qui nous disent, qui peuvent nous dire quelle heure il est. Là, au contraire, c'est l'hôtel de ville, de Tours. Ici, bon, c'est une radio très, très moche, mais tout juste pour évoquer la radio qui a été le premier médium à nous donner l'heure. La radio était le premier médium capable de fonctionner 24 heures sur 24 heures. Et donc, la radio nous donnait l'heure. On savait quelle heure il était grâce au direct de la radio. Donc, vous voyez comment l'histoire du temps social, l'histoire du temps partagé, l'histoire du temps comme étant la ressource dont nous avons besoin pour faire les choses. Mais cette histoire est une histoire de pouvoir, une histoire d'autorité et bien sûr aussi de technologie mécanique et puis électronique, aujourd'hui numérique. Aujourd'hui, à la place des cloches, à la place des clochers, à la place de la façade de la mairie de Tours, ou plutôt avec tout cela, parce que ça n'a pas vraiment remplacé ces autorités, mais tout ça s'intègre, hein, tout ça s'agence. Mais nous avons des protocoles qu'on appelle protocoles de présence et pas protocoles de communication, hein, et sont en fait des protocoles de présence capables, au moins être censés être capables de faire quoi? Mais de détecter les moments où les clients se connectent ou les moments où les clients se déconnectent d'un serveur central. Ce sont donc les protocoles de présence qui, dans leur implémentation graphique, ce qu'on appelle les témoins d'activité, nous disent si tel ou tel autre de nos contacts est en ligne ou pas. Ces protocoles de présence, donc, et les usages qui en dérivent, moi je dis protocole de présence, oui, les protocoles, ça existe parce qu'il y a des gens qui s'en servent, il y a des gens qui font des choses avec, qui écrivent, qui appellent, qui travaillent, qui communiquent avec d'autres. Ces protocoles de présence et les usages qui vont avec retravaillent encore une fois aujourd'hui des attitudes qui sont des attitudes psychologiques telles que l'attente, l'attention et des gestes, des actes, si vous préférez, des activités qui sont culturelles et politiques, telles que le regard et les moments de la rencontre. J'ai travaillé à cela déjà dans ma thèse et je ne vais pas donc revenir sur des choses que j'ai déjà eu la possibilité de présenter, mais tout juste pour mentionner quelques exemples des usages de ces protocoles et de leur implémentation graphique messagère qui nous oblige en réalité à être actifs ou inactifs. Très souvent, nous le sommes malgré nous. Marcello Vitali Rosati est détecté par les protocoles de présence des messagères comme étant toujours actif. Or, on le connaît très bien, il est quelqu'un de quand même hyperactif, mais ça lui arrive de dormir et de ne pas être activement devant son ordinateur et surtout pas activement sur l'appli ou sur la plateforme. Et pourtant, la plateforme le présente à tout le monde comme étant actif, ce qui n'est pas anodin, parce que si je le vois actif, alors je m'autorise un petit message, et donc j'écris un message, et il ne me répond pas. Et donc, je peux avoir un sentiment de frustration, comme quoi, oui, ça ne l'intéresse pas, il ne trouve pas intéressant, non, il dort. Et pourquoi Messenger fait cela
j'ai mobilisé des centaines et des centaines d'étudiantes et d'étudiants d'une école de technologie pour essayer d'abord de voir si Facebook explique quelque part cet apparent mauvais fonctionnement des protocoles de présence. Aucune explication officielle n'est donnée de la part de Facebook. Et pourtant, sur le web, vous pouvez trouver plein de témoignages. Je ne vais pas revenir sur ces témoignages, mais il suffit de chercher sur la plateforme comment ça marche, être actif sur Messenger alors qu'on dort. Si vous cherchez être actif sur Messenger alors qu'on dort, comment ça marche, vous tomberez sur les billets d'une femme qui ne sait pas qui croire. Croire son mec qui garantit aller se coucher très tôt tous les soirs, ou croire Messenger sur lequel son mec est présenté comme étant actif, à la façon de Messenger, à 2 heures du mat, à 3 heures du mat, à 4 heures du mat. Et cette femme ne sait pas quoi faire, ne sait pas qui croire. Donc, problème d'autorité et problème de confiance qui vont avec. Pourquoi Messenger donc ferait cela? Et pourtant, la dame a tendance à croire Messenger, parce que oui, entre la technologie et une personne, je peux toujours faire l'hypothèse que mon mec est plein de raisons, plein d'intérêts à mentir. Alors que Messenger, non, Messenger n'a aucun intérêt. Pas du tout. Messenger a un énorme intérêt, parce que si le temps de connexion se prolonge, la valeur marchande de la plateforme augmente. Messenger sait quelle est la durée moyenne de connexion de ses inscrits. Donc, si je vois que M. Vitali Rosati est actif, je lui écris. J'attends sa réponse. Multipliez ces quelques secondes pour les millions d'usagers de Messenger et vous avez bien les résultats de la valeur marchande que cette présence, malgré nous, peut produire. Or, lorsqu'on parle d'attente de présence, nous savons qu'une réflexion incontournable et encore aujourd'hui actuelle est celle de Saint-Augustin, n'est-ce pas, qui nous aide à comprendre comment le temps dont je suis en train de parler, donc le temps, pas les temps des mathématiciens, mais les temps sociaux, les temps de mes pensées, les temps de mes discours, de mes paroles, les temps de mes sentiments. Ces temps-là, il faut les chercher dans l'intériorité de l'homme. La plupart, peut-être la totalité de nos attitudes psychologiques ont un contenu temporel. La nostalgie, les regrets, les remords, ça veut dire que, oui, j'avoue que j'ai vécu, comme disait Neruda, et l'espoir, l'anxiété, l'insomnie, la démangeaison aussi, parfois, ça représente au contraire une attitude vers le futur. L'attente, justement, est dans la définition, dans la réflexion de Saint-Augustin, c'est de quoi il s'agit dans le présent, quand le contenu du présent est le futur. C'est quoi le futur? Mais quand j'attends, c'est au présent que j'attends. Hein, c'est au présent que j'attends. Et donc, cette attente est pour moi, cette réflexion sera reprise après par Bergson et par Minkowski dans sa notion du temps vécu, dans sa réflexion sur les temps vécus. Cette attente me donne l'expérience du futur. Manipuler donc l'attente, l'attention, le regard, ainsi que les protocoles dont je vous parlais, les implémentations graphiques et les usages qui vont avec, mais signifie manipuler. Et là, on revient à l'étymologie de la distance. Le verbe sto signifie se tenir debout. Ce qui signifie manipuler deux attitudes, justement l'attente et l'attention, qui d'ailleurs partagent la même, et ce n'est pas un hasard, la même dérivation étymologique. Attendere, c'est le faire, c'est le fait de prêter attention. Et c'est l'action de compter sur l'arrivée de quelqu'un ou de quelque chose. C'est ça qui fait l'argent, entre autres, l'argent des messengers. C'est des messengers comme de WhatsApp, c'est l'effet de nous avoir mis en attente. Comme les font encore certains répondeurs. Nous sommes toutes et tous en attente
parce que nous sommes toutes et tous en train de compter sur l'arrivée de quelqu'un, de quelque chose. Le quelqu'un qui pourra répondre à mon message ou m'en envoyer un autre, ou quelque chose au sens de l'info que je peux voir, que je peux lire au passage. Ces attitudes ne sont pas abstraites, elles sont toujours corporelles, incarnées dans une attitude qui est aussi physique. L'attitude du faire face, l'attitude de se tenir, comme le dit Heidegger, de se tenir bien dans la rencontre, pour croiser finalement les regards de l'autre, le visage de l'autre. Dans l'attente, nous sommes tout entiers tendus dans la rencontre et dans une présence à nous. Et là, nous sommes purs, présents, contre toute attente. Hein, parce qu'il y a une tension dans l'attente qui est presque une façon d'aller contre quelque chose, vers quelque chose, mais au sens aussi d'aller contre quelque chose. Or, on a vu tout à l'heure Messenger, mais on pourrait considérer d'autres exemples, comme par exemple Snapchat, hein, avec ces notifications à partir du moment où quelqu'un est en train de nous écrire, commence à nous écrire, nous avons déjà la notification. Donc nous le chronolocalisons comme étant quelqu'un qui est en train d'écrire. Et si nous chronolocalisons quelqu'un d'autre comme étant en train d'écrire, mais nous sommes en train de lire. Donc, vous voyez comment l'écriture de l'autre devient notre lecture et vice-versa, avec des effets de confiance, avec des effets de crise de la confiance et de la, disons, avec une mise en place et mise en scène d'une nouvelle forme d'autorité, l'autorité qu'aujourd'hui nous chronolocalise sur la base de ce que nous sommes en train de faire. Et nous connaissons très bien les différents signes de ponctuation de WhatsApp, par exemple, cette sorte de grammatisation du temps et de l'action que fait WhatsApp. Et nous connaissons bien les contraintes de ces symboles-là. À partir du moment où les deux tics bleuissent, je sais que tu sais que je sais. Et toi, tu sais que je sais que tu sais. Et donc on est foutu. C'est-à-dire, on est coincé. On ne peut pas échapper. On ne peut pas faire comme si ce n'était pas le cas. On ne peut pas dire non, crois-moi, crois pas WhatsApp. Non, désolé, je crois WhatsApp. Tu as lu mon message. Ne fais pas comme si ce n'était pas le cas. Et donc, pour essayer d'échapper à ces contraintes, on peut, oui, on le sait, passer en modalité avion, ouvrir les messages, puis revenir. Et il y a toute une série de stratégies, disons, l'invention du quotidien aujourd'hui passe aussi par ces stratégies qui essayent surtout d'échapper à cette chronolocalisation, qui crée ce que nous appelons les temps réels, comme si les temps réels étaient un objet incontestable. Lorsque nous passons du temps dans la même salle avec des gens, mais en sortant, nous ne disons pas avoir passé 20 minutes en temps réel plutôt agréable. Non, on était ensemble 20 minutes. Pour que le temps soit réel, il est nécessaire que nous soyons à distance. Le temps est réel lorsqu'au moins deux acteurs, appelons-le acteurs ou joueurs, participants au même jeu, font converger leur attention sur ce même jeu, qui peut être le jeu d'un échange de messages sur WhatsApp. À ce moment-là, quand je vois les 3 points de suspension qui pétillent, en me disant que le tel ou tel autre de mes contacts est en train d'écrire, là, je fais l'expérience du temps réel. Le temps est réel s'il est médié. Le temps est réel si je l'habite et je le vis et je l'agis par le biais d'un média quelconque. Le temps réel dans la salle du cours à l'UTC était réel parce qu'il y avait 12 personnes qui, sans être dans cette salle, participaient au même jeu.
Nous connaissons donc ces contraintes, nous connaissons disons, l'ensemble des effets, hein, de ces signes qui nous chronolocalisent les uns les autres. Hein. Ces contraintes-là, les contraintes du temps réel, ont suggéré il y a 2 ans la création d'un nouveau réseau social qui n'est peut-être pas trop connu à Montréal, je ne sais pas, vous me direz, BeReal, qui veut se vendre justement comme les réseaux sociaux de la réalité, de la vérité, plus vrai que d'autres réseaux sociaux. L'effet déviant visuel, j'expliquerai tout à l'heure pourquoi, mais en réalité l'idée est temporelle. Comment fonctionne BeReal? Vous êtes inscrit à BeReal, vous recevez tous les jours, à un moment donné, de façon aléatoire, un BeReal. Ding! Notification, vous avez 2 minutes pour prendre une photo avec votre smartphone. La capture photo fonctionne seulement avec la bidirectionnalité de la caméra. Donc, vous prenez une photo et vous avez 2 photos montées l'une sur l'autre, le selfie, disons, et la photo, donc les champs que vous pouvez prendre en photo de l'autre côté, hein, par rapport à votre smartphone. Donc, vous avez les deux. Vous ne pouvez pas échapper à cette mise en scène. Pourquoi? Selon les créateurs de BeReal, ça c'est plus vrai, et c'est ça l'idée philosophiquement intéressante, parce que c'est aléatoire. Donc, il y aurait quelque chose dans cette désorganisation de toute la grammaire et la chronolocalisation qu'on a vue tout à l'heure, qui rendrait la chose plus vraie, plus authentique. Il y aurait, évidemment, on voit bien à quel point la chose, elle n'est pas du tout naïve, ils sont bien conscients de nous vendre à notre récit, ça c'est évident. Parce que oui, là où il y a une caméra, il y a une mise en scène, et 2 minutes suffisent pour se coiffer, si c'est le cas, ou pour allumer une lampe s'il n'y a pas assez de lumière. Mais l'idée est la suivante, c'est plus vrai si ce n'est pas organisé. C'est plus vrai si ça arrive comme ça, de façon soudaine, sans que tu les saches à l'avance. Et cette idée est donc une idée de réel, une autre idée de temps réel. Le temps donc est réel si les choses se passent sans que nous l'avions déjà déterminé, que nous l'avions prévu à l'avance. Ces réseaux-là restent encore très confidentiels. On connaît déjà une sorte de désaffection de la part de ces inscrits qui ont l'impression de ne pas aller vraiment plus loin que cela. Et évidemment, l'idée philosophique qui est à la base de ces réseaux sociaux, elle n'existe que pour les philosophes. Donc les autres ne la voient pas, justement, on s'en fiche. Hein. Mais c'est cette idée-là, et j'ai terminé ma présentation, c'est sur quoi j'aimerais travailler encore et peut-être, j'espère, profiter de vos remarques et de vos suggestions, parce que cette idée-là correspond à une stratégie entrepreneuriale, industrielle, de marketing, qui sera peut-être toujours plus importante dans les panoramas, dans les paysages des réseaux sociaux et des applications de messagerie instantanée. Après nous avoir vendu pendant des années la possibilité de tout régler, tout normer, avec des marqueurs temporels impitoyables par lesquels tout acte est enregistré à la seconde près, BeReal nous propose, je répète, cette autre dimension, censée être encore plus réelle que l'autre, le désordre, l'imprévu, l'aléatoire qui s'invite dans une technologie qui a oublié l'oubli, comme le disait Mila Dui, et qui essaie donc de remettre en scène
un réel chaotique, un réel qui nous trouve comme ça, qui nous surprend lorsqu'on ne l'attend pas. Moi, donc, j'aurais terminé et je vous remercie beaucoup de m'avoir permis de présenter ces traits de mon parcours de recherche. Merci beaucoup.